Je m'appelle Robert Vance et pendant 68 ans, j'ai cru que l'héritage d'un homme était le caractère qu'il avait forgé et non l'argent qu'il avait à la banque. J'étais enseignant, entraîneur de football, veuf et père d'un fils formidable. Mais mon fils Léo est tombé amoureux d'une femme nommée Chloé, pour qui le caractère n'était qu'un mot que l'on utilisait dans un discours, tandis que l'argent était l'air que l'on respirait. Elle a regardé ma vie simple, ma veste usée et ma boiterie feinte suite à un accident inexistant, et elle n'y a vu aucune valeur. Lors de notre premier vrai dîner ensemble, elle a esquissé un sourire artificiel et a dit « Léo, mon cher, nous devrions appeler une voiture pour ton père. Un homme dans son état ne devrait pas avoir à prendre des transports en commun. » mon fils unique, a simplement baissé les yeux vers sa salade à 20 $ et n'a rien dit. C'était la première fois que j'appuyais discrètement sur le bouton d'enregistrement d'un appareil caché dans la poche de mon manteau. Quelques mois plus tard, lors de leur somptueux mariage, elle pensait avoir gagné. Elle me voyait là, debout, un vieil homme pauvre et handicapé qui gâchait sa journée parfaite. Elle ne savait pas que je venais d'hériter de 83 millions de dollars. Ou elle ne savait pas que toute notre relation n'avait été qu'un test. Et elle n'avait aucune idée que mon cadeau de mariage, que j'étais sur le point de diffuser devant ses 200 invités, était l'enregistrement audio non édité de sa propre cupidité et de sa cruauté. Avant de vous raconter le silence qui s'est abattu sur la salle de bal lorsque la vérité a été révélée, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû prouver que votre valeur n'était pas à vendre. Cette histoire ne commence pas vraiment par un mariage. Elle commence 6 mois plus tôt, dans un bureau calme lambrissé du centre-ville, un endroit qui sentait le cuir vieilli et la fortune établie. J'étais assis en face de Jessica Riley, une femme au regard perçant et au cœur tendre, qui avait été l'avocate de mon défunt frère. Je n'avais pas vu mon frère David depuis près de 10 ans. Il était un fantôme dans ma vie, un génie qui avait disparu dans le monde des startups technologiques et du capital risque pendant que je dessinais des schémas de jeu sur le tableau noir d'un lycée. Et maintenant, il était parti pour de bon. Jessica fit glisser un épais dossier sur le bureau en acajou poli. Toute sa succession, dit-elle, m'appartenait désormais. La totalité, 83 millions de dollars. Ce chiffre ne me semblait pas réel. C'était une abstraction, une série de zéros qui n'avaient pas leur place dans mon monde. Ma vie se mesurait en match de football du vendredi soir, en pension de mes collègues enseignants et en modestes économies que j'avais mises de côté dans une coopérative de crédit locale. Je vivais dans la même maison de 3 chambres où j'avais élevé Léo, une maison remplie du fantôme de ma femme, Sarah, et des souvenirs d'une vie fondée sur l'amour et non sur le luxe. Cet argent me semblait être un costume fait pour un autre homme. J'ai ressenti une profonde tristesse pour David, pour les années que nous avions perdues, pour le fait que cette fortune serait la seule conversation que nous aurions jamais plus. J'ai quitté le bureau de Jessica ce jour-là et j'ai conduit ma camionnette vieille de 10 ans jusqu'à chez moi. Je franchis la porte d'entrée, regardais le parquet rayé et le fauteuil défraîchi où je lisais le journal chaque matin, et je sus que cet argent ne me changerait pas. Mais je commençais à craindre qu'il ne change tout le reste. Une semaine plus tard, j'étais de nouveau assis avec Jessica, cette fois avec un nœud à l'estomac. Léo m'avait appelé, débordant d'excitation. Lui et Chloé étaient officiellement fiancés. J'étais sincèrement heureux pour lui. Mon fils avait trouvé quelqu'un qu'il aimait, mais mon instinct, affûté par des années de lecture, de quarterback nerveux et d'adolescent bluffeur, me criait de me méfier. Je n'avais rencontré Chloé qu'à quelques reprises, mais à chaque fois, j'avais ressenti un léger frisson. C'était dans la façon dont ses yeux balayaient mon modeste salon, cataloguant son manque de meubles design. C'était dans le pli presque imperceptible de son nez lorsque je mentionnais mes amis de l'ancien quartier. J'ai dit à Jessica, ce n'est pas une seule chose importante, c'est 1000 petites choses. Elle me regarde et j'ai l'impression qu'elle calcule ma valeur nette et arrive à un chiffre négatif. Je lui ai expliqué mon idée. Cela m'a semblé un peu fou quand je l'ai dit à voix haute. Je voulais garder l'héritage secret, complètement secret. Je lui ai dit que j'inventerais une histoire, un petit accident de chantier qui aurait aggravé une vieille blessure de football, m'obligeant à utiliser une canne et me rendant incapable d'accepter des emplois d'entraîneur à temps partiel. Je deviendrais, aux yeux du monde et surtout aux yeux de Chloé,
Un homme avec une pension en baisse et des factures médicales en hausse, un fardeau financier. J'ai besoin de savoir, et je dis à Jessica d'une voix ferme. Je dois savoir si elle épouse mon fils ou si elle fait simplement un investissement et que je suis un passif dans son bilan. Jessica m'a écouté patiemment. En tant qu'avocate, elle m'a déconseillé de mentir. Mais en tant qu'amie, elle m'a compris. Elle a accepté de m'aider à protéger mes actifs dans une nouvelle fiducie et de garder mon secret. Je suis rentré chez moi ce jour-là et j'ai trouvé une vieille canne au fond de mon placard. Le test allait commencer. Le premier dîner officiel avec la famille de Chloé avait lieu dans un restaurant appelé Aurelia, un endroit où les verres d'eau étaient toujours pleins et où les menus n'indiquaient pas les prix. J'ai pris le bus pour me rendre au centre-ville, un trajet de 40 minutes qui m'a donné le temps de me mettre dans la peau de mon personnage. Je portais une veste en tweed simple, un peu effilochée au poignet, et je m'appuyais lourdement sur ma canne en entrant. L'hôtesse m'a regardé avec un air perplexe avant que je lui donne le nom de la réservation. Les Starings. Chloé et ses parents étaient déjà à table, incarnant parfaitement la richesse décontractée. Le sourire de Chloé était radieux, mais il n'atteignait pas ses yeux lorsque je me suis approché. Son père, un homme au teint étrangement hâlé, m'a serré la main d'une manière qui ressemblait davantage à une évaluation. Sa mère m'a tendu une main molle et m'a lancé un regard qui semblait dire « Et qu'avons-nous là ?» Je m'assis, sentant le velours somptueux de la chaise, à 1000 lieues de mon fauteuil usé à la maison. La conversation était une mise en scène. Ils parlaient de leur récent voyage en Toscane, du nouveau club auquel ils avaient adhéré, de l'introduction en bourse de la société d'un ami. J'étais un spectateur. Lorsqu'ils me demandèrent ce que je faisais, je leur répondis que j'étais un enseignant à la retraite. Monsieur Sterling hocha lentement la tête. « Ah, la fonction publique », a-t-il dit d'un ton qui donnait l'impression qu'il s'agissait d'une maladie incurable. Chloé était passée maître dans l'art de l'insulte subtile, sa voix douce délivrant des coups acérés. « Oh, monsieur Vance », a-t-elle dit lorsque j'ai commandé le steak au lieu du bar à la mousse de safran. « C'est merveilleux que vous restiez fidèle au classique. Inutile de faire semblant, n'est-ce pas? » Léo, mon fils, se contenta de faire tourner le vin dans son verre. Il semblait mal à l'aise, pris d'entre deux mondes, et choisit de garder le silence. Il ne me défendit pas. Il ne riposta pas. Il laissa simplement les commentaires flotter dans l'air. Le coup de grâce fut porté à la fin de la soirée. Chloé se tourna vers Léo d'une voix suffisamment forte pour que toute la table l'entende. « Léo, chéri, nous devrions appeler un taxi pour ton père. Un homme dans son état ne devrait pas rester dehors aussi tard. Ce quartier peut être très intimidant pour les personnes qui n'y sont pas habituées. » Elle m'a regardé avec un air parfaitement inquiet, comme si elle me rendait un grand service. Mon fils a simplement hoché la tête et a sorti son téléphone. Il n'a pas vu mon regard. Il n'a pas compris qu'à ce moment-là, il avait échoué à la première partie d'un test dont il ignorait même l'existence. Et tandis que Chloé détournait le regard, satisfaite de son rôle de future belle-fille attentionnée, mon pouce trouva le petit bouton dissimulé sur le côté de mon stylo. J'appuyai une fois dessus. Une minuscule lumière rouge clignota, invisible pour tous. Dans le silence de ma poche, l'enregistrement commença. Quelques semaines passèrent dans un rythme calme et fin de normalité. Je gardais mes distances, laissant Léo et Chloé se perdre dans le tourbillon des préparatifs du mariage. Mais une partie de moi, le père plein d'espoir, le mari en deuil, avait besoin de faire un dernier geste. Je devais offrir à Chloé un pont vers le passé de notre famille. Une chance de se connecter à la mémoire de ma femme Sarah. Ce pont était un petit objet simple, conservé dans une boîte en velours bleu foncé usée au fond de mon tiroir à chaussettes. C'était la bague de fiançailles de Sarah. Ce n'était pas un objet de prestige. C'était une bague achetée avec un salaire d'enseignante dans les années 1970, un modeste diamant serti dans un simple anneau en or. Mais elle avait une immense valeur à mes yeux. Elle renfermait 40 ans de rire, de larmes, de lutte et de triomphe. Elle était à la main de Sarah lorsqu'elle a tenu notre fils nouveau-né pour la première fois, lorsque nous avons acheté cette maison, lorsque nous avons dansé dans la cuisine sur une vieille chanson à la radio. Le diamant n'était pas gros, mais il avait brillé de la lumière d'une vie heureuse. J'ai sorti la boîte un samedi matin, le velours doux et familier sous mon pouce. J'allais donner à Chloé un morceau de l'âme de notre famille. Je voulais juste voir ce qu'elle en ferait.
Je les ai invités à déjeuner. Je voulais faire cette offre ici, dans notre maison, entouré des photos et des souvenirs de la femme dont j'essayais de partager l'héritage. Léo était heureux, détendu dans la maison de son enfance. Mais Chloé était comme une panthère en cage. Elle était polie, bien sûr, toujours polie. Elle a complimenté mon jardin, ma cuisine, la solide table en chêne que Sarah et moi avions achetée dans un marché aux puces il y a des décennies. Mais ses yeux bougeaient sans cesse, observant les plaintes éraflées, les rideaux légèrement décolorés, les meubles confortables mais résolument démodés. Je pouvais voir le jugement dans son regard, l'évaluation silencieuse qui trouvait tout à redire. Elle voyait une maison, mais elle ne pouvait pas ressentir le foyer. Après avoir fini de manger, alors que nous étions assis avec des tasses de café, je me suis éclairci la gorge. Chloé, ai-je commencé d'une voix un peu tremblante. J'aimerais te donner quelque chose. J'ai posé la petite boîte en velours sur la table entre nous. Léo a souri, la reconnaissant immédiatement. Les yeux de Chloé se sont illuminés d'un éclat d'intérêt sincère, le premier que j'avais vu de toute la journée. Elle a ouvert la boîte. Pendant un instant, elle s'est contentée de fixer la bague nichée à l'intérieur. J'ai vu son sourire raffiné vaciller pendant une fraction de seconde lorsque ses yeux ont enregistré le design simple et la pierre modeste, mais elle s'est immédiatement reprise, affichant à nouveau un masque de joie appréciative. Je lui ai expliqué son histoire, comment elle avait appartenu à ma propre mère avant moi. Sarah la portait tous les jours de notre vie commune, ai-je dit doucement. C'est un symbole de l'amour qui a construit cette famille. Je veux que tu l'aies pour te souhaiter la bienvenue comme il se doit. Je lui offrais un héritage, une histoire, une place dans la lignée des femmes qui avaient fait la force de la famille Evans. Elle prit la bague, la tenant entre son pouce et son index parfaitement manucurés, comme s'il s'agissait d'un insecte curieux. « Oh, Robert, dit-elle d'une voix empreinte d'une douceur artificielle. Elle est tellement vintage, elle est vraiment magnifique, d'une beauté classique. Merci, c'est très attentionné. » Elle l'a glissé à son doigt, où il semblait petit et déplacé à côté de l'énorme diamant stérile que Léo lui avait acheté. Elle l'a admiré pendant un moment calculé avant de le retirer. Je le garderai dans un endroit très sûr. Elle l'a remis dans la boîte et a refermé le couvercle. En tant que souvenir, il ne correspondrait pas vraiment à mon style, tu comprends? Elle n'a pas rejeté le cadeau. Elle l'a simplement neutralisé, transformant un morceau de l'histoire vivante de notre famille en un artefact mort à ranger. J'ai simplement hoché la tête en souriant, me sentant fragile et vulnérable. J'ai vu Léo baisser les yeux vers la table, refusant de croiser mon regard. Il savait ce que cette bague signifiait. Il savait que c'était un affront qu'elle venait de lui faire. Et une fois de plus, il n'a rien dit. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Chloé est sortie sur le porche pour prendre un appel. Sa voix était un murmure grave et urgent. J'ai fait semblant d'avoir égaré mes clés, tapotant mes poches avec une frustration feinte. « Léo, pourrais-tu vérifier le comptoir de la cuisine pour moi ?» ai-je demandé. Alors qu'il retournait dans la cuisine, je me suis attardé dans le couloir, juste hors de vue du salon où il allait réapparaître. Un instant plus tard, il est revenu dans ce salon et Chloé est rentrée, refermant la porte derrière elle. Il pensait que j'étais toujours dans la chambre en train de chercher. Je suis resté immobile dans l'ombre du couloir, la main dans ma poche, le pouce posé sur le stylo. Sa voix n'était plus douce. C'était un murmure venimeux. « Mon Dieu, Léo, tu as vu ce truc? Je n'arrive pas à croire qu'il s'attendait vraiment à ce que je le porte. » « C'est un héritage familial, Chloé, » marmonna Léo d'une voix faible. « C'est un bout de ferraille, c'est tout, » rétorqua-t-elle. « Le diamant est pratiquement invisible. C'est embarrassant. Honnêtement, tu devrais dire à ton père de le vendre. Il pourrait peut-être obtenir quelques centaines de dollars pour réparer son toit qui fuit ou autre chose. Ce serait plus utile que de laisser cette petite bague minable dans une boîte. Quelques centaines de dollars pour la bague de sa mère. » J'entendis le soupir indécis de Léo, le son d'un homme qui capitule. Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. La douleur dans ma poitrine était vive, mais sous-jacente. Quelque chose d'autre se formait, une certitude froide et dure. Je lui avais offert un héritage d'amour et elle lui avait mis un prix. L'enregistrement était clair comme de l'eau de roche. Les semaines qui ont précédé le mariage ont été une véritable leçon de passivité agressive. La cruauté de Chloé n'était jamais une déclaration de guerre ouverte et flagrante.
C'était une campagne faite de 1000 petites blessures, de petites humiliations et de rejets subtils. Chacun d'entre eux était destiné à me rappeler la place qui m'était supposée dans son nouveau monde grandiose. La bataille suivante a été menée pour quelque chose que je considérais comme sacré. Mes amis Chloé, dans sa quête de perfection organisationnelle, m'a demandé ma liste d'invités. Pour elle, il s'agissait d'une simple saisie de données. Pour moi, c'était l'histoire de ma vie. Je me suis assis à ma table de cuisine pendant tout un après-midi avec un stylo et une feuille de papier vierge et j'ai écrit les noms des personnes qui avaient construit mon monde. Il y avait Bill, le plombier, qui connaissait Léo depuis qu'il était en couche. Il avait réparé notre tuyau éclaté au milieu d'une nuit de janvier, il y a 20 ans, et avait refusé de se faire payer. Il y avait Maria, la bibliothécaire de mon lycée, une femme qui m'avait glissé des livres d'histoire qu'elle pensait que j'aimerais et qui me demandait toujours des nouvelles de ma femme Sarah, des années après son départ. J'ai noté les Garcas, mes voisins depuis 3 décennies, qui avaient partagé d'innombrables barbecues dans notre jardin et qui avaient gardé notre maison chaque fois que nous partions en vacances. Ce n'étaient pas seulement des noms. Ils étaient mon fondement, ma communauté. Ils étaient la famille que j'avais choisie. C'est avec fierté que j'ai remis cette page manuscrite à Chloé lors de leur visite suivante. Je pensais que c'était une invitation à mieux me connaître, à découvrir la richesse d'une vie qui ne se mesure pas en dollars. Elle a pris le papier avec un sourire brillant et vide. Merci, Robert. Je vais immédiatement l'ajouter au tableau récapitulatif. Elle n'a pas lu les noms. Elle y a simplement vu une tâche à accomplir. Quelques jours plus tard, ils sont venus sous prétexte de déposer des échantillons de tissu pour le linge de table. L'atmosphère était tendue, mais je semblais être le seul à le remarquer. Chloé était inhabituellement silencieuse, son sourire un peu trop crispé. Je leur ai dit de se mettre à l'aise pendant que j'allais chercher un vieil album photo dans le garage que je voulais leur montrer. Mon atelier dans le garage était mon sanctuaire, un endroit réconfortant, encombré et imprégné de l'odeur de la sueur. Mais avant de quitter la maison, j'ai posé mon stylo sur la petite table dans le couloir, juste à côté de l'entrée du salon. C'était un endroit parfait, sans obstacle. Je me suis affairé dans le garage à déplacer quelques cartons, mais mes oreilles étaient tendues vers la maison. Au début, il n'y avait que le silence. Puis j'ai entendu le bruissement du papier. Puis la voix de Chloé qui n'était plus polie, mais aiguë et empreinte d'incrédulité. Léo, tu es en train de regarder cette liste? C'est une blague? Sa voix était bonne et furieuse, mais elle portait clairement jusqu'à l'endroit où je me tenais. Bill Donahue, plombier. Maria Sanchez, bibliothécaire à la retraite. Hector Garcia, mécanicien automobile. Léo, nous dépensons plus de 100 000 $ pour ce mariage. Mon père invite ses partenaires commerciaux, des PDG, des gens importants. Ce n'est pas un barbecue dans le jardin. C'est un investissement dans notre avenir, dans notre image. Je pouvais imaginer l'expression peinée de Léo. Chloé, ce sont les amis de mon père, dit-il d'une voix suppliante. Ils m'ont vu grandir. Je m'en fiche, rétorqua-t-elle d'un ton sec, et le venin dans sa voix était glacial. C'est une question d'image. Il s'agit de créer une expérience pour nos invités. Je ne veux pas qu'un homme qui sent l'huile de moteur essaye de faire la conversation à un juge fédéral. Je ne veux pas qu'une femme qui a passé sa vie à tamponner des livres de bibliothèque juge ma robe de couture. C'est une question de cohérence, Léo. L'esthétique doit être parfaite. Ces mots étaient si froids, si professionnels. Elle ne parlait pas de personne, elle parlait d'accessoires de scène qui ne convenaient pas à sa production. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça gâcher les photos de mariage et mettre ma famille mal à l'aise. La défense de Léo était faible, déjà en train de s'effondrer. Que suis-je censé faire? Il aime ces gens. Tu es censé être mon mari, rétorqua-t-elle. Tu es censé être dans mon camp. Tu vas aller voir ton père et tu vas lui dire qu'en raison des restrictions malheureuses liées à la capacité d'accueil du lieu, nous devons faire des choix difficiles. Tu vas lui dire qu'il doit réduire sa liste aux personnes les plus appropriées. Occupe-t'en, Léo. Tu dois choisir le genre de vie que tu veux, celle dont tu viens ou celle que je t'offre. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle dispute. C'était le son de la capitulation de mon fils. Je restais là, dans le calme de mon garage, un endroit où j'avais construit des choses de mes propres mains toute ma vie, et j'eus l'impression que quelque chose en moi venait de se briser irrémédiablement. Le problème n'était pas seulement le snobisme effroyable de Chloé. C'était de la facilité avec laquelle mon fils était prêt à renoncer à sa propre histoire.
Mon histoire contre la promesse d'une vie brillante. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai composé mon visage en un masque de neutralité placide et je suis retourné dans la maison. Ils étaient prêts à partir, le visage soigneusement impassible. Chloé avait laissé la liste sur la table basse. Ma liste. À côté des noms de mes amis les plus chers, les personnes qui m'avaient soutenu toute ma vie, il y avait de petites pointes d'interrogation, nettes et élégamment dessinées. Ils ressemblaient à de petites poignards. Trouve l'album, m'a demandé Léo, la voix tendue. J'ai simplement secoué la tête. Non, je ne parvenais pas à le trouver. Après leur départ, je me suis dirigé vers la table du couloir et j'ai pris mon stylo. Il était chaud dans ma main. Le petit voyant rouge ne clignotait plus. L'enregistrement était terminé. La preuve était en sécurité. À l'approche de la date du mariage, les jours se sont succédés dans un tourbillon de courses qui semblait destiné à souligner mon insuffisance. On me demandait souvent de les accompagner pour des dégustations de gâteaux ou des rendez-vous chez le fleuriste, non pas parce que mon opinion était appréciée, mais parce que ma présence en tant que beau-père pauvre était apparemment nécessaire pour donner l'image d'une famille recomposée heureuse. Un samedi, la tâche consistait à approuver les épreuves finales des invitations de mariage dans une papeterie ridiculement chère à l'autre bout de la ville. Chloé a insisté pour que nous y allions tous dans sa voiture. Sa voiture était un SUV de luxe blanc immaculé, tout neuf, qui dégageait encore cette odeur écœurante de voiture neuve. C'était une machine conçue pour isoler ses occupants de la réalité de la route, une bulle silencieuse à climatisation contrôlée. J'ai rapidement compris que c'était aussi une arme entre les mains de Chloé. Alors que je m'installais sur la banquette arrière, le cuir lisse et frais contre ma peau, j'ai senti une tension familière m'envahir. Léo était assis à côté du conducteur, déjà anxieux, jouant le rôle d'un État tampon entre deux nations en guerre. J'ai posé ma canne sur le sol à côté de moi et j'ai regardé les rues familières de ma ville défiler à travers les vitres teintées. J'avais l'impression de regarder un film sur un endroit que j'avais connu autrefois. Chloé conduisait comme elle le vivait, avec une assurance agressive et impatiente. Elle ne voyait pas les autres voitures comme des véhicules remplis de personnes, mais comme des obstacles sur son chemin. Elle suivait de près les voitures devant elle, changeait de voix avec des mouvements brusques et rageurs du volant, et murmurait des insultes au conducteur qui avait l'audace de respecter les limitations de vitesse. Son téléphone était dans un support sur le tableau de bord et s'allumait constamment pour signaler des notifications, chacune détournant son attention de la route. Je voyais la main de Léo se poser parfois sur le tableau de bord lorsqu'elle coupait la route à quelqu'un ou prenait un virage trop vite. Il lui lançait un regard nerveux, mais ne disait jamais un mot. Il se contentait de régler la climatisation ou de tripoter la radio, complice silencieux de son imprudence. Assis à l'arrière, j'observais tranquillement ce petit drame. J'ai toujours pensé qu'on pouvait tout apprendre d'une personne en la regardant conduire. C'est un moment de pouvoir anonyme qui révèle vos véritables instincts. Agissez-vous avec prudence et respect pour les autres ou considérez-vous la route comme une compétition que vous devez gagner? Chloé était déterminée à gagner. J'ai agrippé la poignée de la portière, les jointures blanchies, et j'ai eu le pressentiment, une certitude glaciale, que cette agréable balade du samedi allait mal tourner. Mon stylo posé dans la poche de ma veste était déjà prêt à enregistrer. L'incident s'est produit à un carrefour très fréquenté du centre-ville. Nous étions dans la voie de gauche, attendant une pause dans le flux incessant de la circulation en sens inverse. Le feu est passé à l'orange. Une personne sensée aurait attendu, mais Chloé y voyait un défi personnel. Je peux y arriver, marmonna-t-elle plus pour elle-même que pour nous. Elle enfonça l'accélérateur. Le puissant moteur rugit et le SUV s'élança dans le carrefour directement sur la trajectoire d'une berline dont le conducteur avait supposé à juste titre qu'elle attendrait. Le monde devint soudainement une symphonie chaotique. L'autre conducteur klaxonna longuement, remplissant notre voiture d'un son paniqué. Chloé jura, le visage déformé par la rage, et enfonça les freins de toutes ses forces. En même temps, elle tourna le volant vers la droite. Les pneus hurlèrent en protestation contre l'asphalte. Le SUV trembla violemment, dérapa et s'arrêta brusquement à quelques centimètres de l'aile de l'autre voiture. À l'arrière, je fus projeté en avant avec une force incroyable, mon épaule heurtant le dossier du siège de Léo. Le cou du lapin m'a ensuite projeté sur le côté et ma jambe blessée s'est tordue sous moi, heurtant violemment la base de la portière.
Un véritable grognement de douleur s'échappa de mes lèvres, tandis que ma canne tombait bruyamment sur le sol. Pendant un instant, un silence stupéfait régna dans notre voiture, seulement rompu par les klaxons furieux des voitures que nous bloquions désormais. Avant même que Léo ait pu se retourner, avant qu'il ait pu me demander si j'allais bien, Chloé lança sa défense. C'était une accusation vicieuse, immédiate et totalement fausse. Mon Dieu, a-t-elle crié, la voix tremblante de choc fin. Vous avez vu ça? Votre père? Il jouait avec cette stupide canne, elle est tombée. Ça a fait un bruit énorme et ça m'a complètement déconcentré. J'ai failli nous tuer. C'était un mensonge à couper le souffle, délivré avec la passion d'une actrice primée. Pendant une fraction de seconde, ça a presque marché. Son audace était déconcertante. Puis, tout aussi rapidement, son attitude changea du tout au tout. Elle se retourna brusquement sur son siège, le visage empreint d'une profonde inquiétude affectueuse. « Robert, ça va? » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Oh, ta jambe! Je suis vraiment désolé. Tu vois, Léo, c'est ce qui m'inquiète. C'est pour ça que je suis si nerveuse quand il est dans la voiture. Ce n'est tout simplement pas ça pour lui. » En l'espace de 10 secondes, elle avait provoqué un quasi-accident par son imprudence, en avait rejeté la responsabilité sur son passager handicapé, puis avait utilisé cet événement pour prouver son jugement supérieur et sa nature attentionnée. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Léo, pâle et secoué, la regardait fixement, puis me regardait, ouvrant et fermant la bouche sans qu'aucun mot n'en sorte. Chloé s'est garée sur le premier parking qu'elle a vu afin que nous puissions tous nous ressaisir. C'était une autre partie de la mise en scène. Elle a insisté pour sortir et inspecter de manière théâtrale la voiture à la recherche de dommages, alors que rien n'avait été heurté. Léo, le beau fiancé, l'a suivi dehors, et tous deux se sont mis à parler à voix basse et d'un ton urgent près de l'avant de la voiture. Je suis resté sur la banquette arrière en leur disant que j'avais juste besoin d'un moment pour que mes jambes se calment. En réalité, j'avais besoin d'un moment pour laisser ma rage s'apaiser. Lors du choc, mon stylo avait été éjecté de ma veste et avait atterri sur le tapis de sol. Je me suis penché en gémissant pour faire effet et je l'ai récupéré. Au moment où je me suis redressé, Chloé est remontée dans le siège conducteur en claquant la portière. Elle pensait que j'étais encore en train de me remettre, perdu dans mon propre monde de douleurs liées à l'âge. Elle poussa un long soupir de frustration, un son d'agacement pur et sans filtre. Croyant être seule et inaudible, elle s'exprima à voix haute, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle était vraiment en colère. « C'est un cauchemar », marmonna-t-elle d'une voix basse étendue. « On ne peut pas me demander de conduire un vieil homme infirme à travers la ville. Il devrait rester chez lui, là où est sa place, avant de causer un véritable accident. » Ma main se referma sur le stylo dans ma poche. Le microphone était sensible, conçu pour capter les murmures à travers une pièce. Il avait tout enregistré. Le crissement des pneus, les klaxons retentissants, ses fausses accusations, sa compassion feinte et maintenant cette dernière et horrible parcelle de vérité. Elle ne m'avait pas seulement insulté, elle avait souhaité que je sois invisible, et j'avais tout enregistré. Le dîner de répétition avait lieu dans un endroit qui ne ressemblait pas à un restaurant. On se serait cru dans un coffre-fort. La salle privée se trouvait au 40e étage d'une tour de verre du centre-ville, et ses immenses fenêtres donnaient sur l'étendue scintillante de la ville la nuit. La vue était censée être l'attraction principale, un témoignage de la puissance et du prestige des hôtes. Mais tout ce que je voyais, c'était 1 million de petites lumières, 1 million d'autres vies, complètement indifférentes au drame froid qui se déroulait dans cette pièce. L'air était chargé de l'odeur d'un parfum coûteux et de canard rôti. Un seul et immense arrangement floral, une monstruosité d'orchidées blanches et de lys, dominait le centre de la pièce comme une couronne funéraire. Tout était conçu pour communiquer la richesse, mais cela ne traduisait qu'une impression d'insécurité. C'était une pièce construite pour impressionner, pas pour profiter. J'étais arrivé seul, alors, vêtu de mon meilleur et unique costume. La organisatrice du mariage, une jeune femme avec un bloc-notes et une expression perpétuellement stressée, m'a accueilli à la porte. Ses yeux ont rapidement balayé ma tenue, ma canne, ma présence même, et je pouvais voir le calcul mental qu'elle effectuait pour déterminer où me placer. La place qui m'était réservée était la manifestation physique de mon statut dans leur monde.
La table principale était longue et majestueuse, avec Chloé et Léo au centre, flanqués de ses parents et des invités du mariage. J'étais assis à une petite table ronde nichée dans un coin près de la porte de service, un emplacement qui promettait un courant d'air constant et le cliquetis des assiettes toute la soirée. Mes compagnons de table étaient une collection de laissés-pour-compte sociaux, un cousin éloigné de Chloé qui semblait profondément ennuyé, et deux associés juniors du cabinet de son père qui avaient le regard vitreux des hommes accomplissant une tâche professionnelle obligatoire. Je n'étais pas un invité. J'étais un meuble encombrant qu'il fallait placer quelque part. Cela ne me dérangeait pas. En fait, cet isolement était un cadeau. Il faisait de moi un observateur invisible, un fantôme au festin. Depuis mon coin oublié, j'avais un point de vue parfait. Je regardais les Sterling tenir leur cours, leur voix résonnant avec l'assurance naturelle de personnes qui n'ont jamais essuyé de refus. Monsieur Sterling racontait une longue histoire élaborée sur l'amarrage de son nouveau voilier à Monaco. Madame Sterling se plaignait du traiteur pour un gala de charité qu'elle présidait. C'était une démonstration de richesse, une diffusion constante de leur propre importance. Ils ne discutaient pas, ils récitaient leur CV. J'observais mon fils Léo au cœur de tout cela. Il souriait, riait aux moments opportuns, acquiesçait. Il avait l'air à sa place. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, et il le portait bien. Mais ses yeux étaient vides. Il ressemblait à un homme jouant un rôle qui lui avait été attribué, espérant pouvoir se souvenir de toutes ses répliques. Il était entouré d'opulence, mais il n'avait jamais semblé aussi pauvre. Une fois le plat principal débarrassé, le rituel des toasts a commencé. Le témoin, un ami de Léo depuis l'université, s'est levé et a raconté quelques anecdotes inoffensives et oubliables. La demoiselle d'honneur, la sœur de Chloé, a rendu un hommage enthousiaste au style et à l'ambition de Chloé. Puis M. Sterling s'est levé, tenant sa flûte de champagne comme un sceptre. Son discours était moins un toast au couple heureux qu'un rapport financier optimiste, énumérant les réalisations académiques et professionnelles de Chloé, comme si elle était un actif de choix qu'il présentait à un conseil d'administration. Puis ce fut au tour de Chloé. Elle se leva et un silence s'abattit sur la salle. Elle rayonnait dans sa robe en soie couleur crème. Elle avait tout à fait l'air d'une mariée parfaite et heureuse. Elle commença par les remerciements habituels, d'une voix douce et mélodieuse. Elle remercia ses merveilleux parents pour leur générosité sans limite et pour lui avoir appris à toujours viser les étoiles. Elle remercia ses demoiselles d'honneur d'être ses piliers. Puis elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce qu'il se pose sur moi, dans mon petit coin sombre. Un sourire lent et délibéré s'est dessiné sur son visage. C'était le sourire d'un prédateur qui a sa proie exactement là où il le souhaite. Et bien sûr, a-t-elle dit, d'une voix empreinte d'une sincérité théâtrale, je tiens à remercier tout particulièrement mon futur beau-père, Robert. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Je n'étais plus invisible. J'étais la pièce maîtresse. Je sentais le poids de leur regard collectif et je déplaçais subtilement le stylo sur la nappe, m'assurant que son minuscule micro n'était pas obstrué. Robert, continua-t-elle, la voix dégoulinante de condescendance, déguisée en affection. Dès le premier instant où je vous ai rencontré, vous avez été une présence rassurante dans nos vies. Elle laissa le mot « rassurante » flotter dans l'air pendant un moment, laissant son double sens s'imprégner. Pour les non-initiés, cela ressemblait à un compliment. Pour ceux qui comprenaient son langage, cela signifiait « ordinaire, humble, terre à terre », continua-t-elle. Dans un monde qui peut être si rapide, si axé sur la réussite et l'ambition, dit-elle en faisant un geste vers la pièce opulente. Tu es un rappel constant et puissant d'un mode de vie plus simple et plus humble. Et pour cette perspective, nous te sommes tous très reconnaissants. L'insulte était si élégamment formulée que la moitié de la salle ne l'a probablement pas remarqué. Mais j'ai vu les sourires complices sur les visages de ses parents et de sa sœur. Merci, a-t-elle poursuivi, les yeux rivés sur les miens, d'avoir donné à mon incroyable Léo un départ aussi solide dans la vie. Elle a marqué une pause avant le mot « solide », une hésitation magistrale qui suggérait qu'elle cherchait un mot poli pour remplacer « modeste ». Mais le coup de grâce, celui qui résonnerait à jamais dans cette pièce et dans ma mémoire, était encore à venir. Elle a levé son verre bien haut. Et je tiens à vous remercier d'être ici ce soir, car même si vous n'avez pas pu contribuer financièrement à cette belle soirée ni à notre mariage, votre présence est le cadeau le plus précieux qui soit.
C'est un cadeau qui nous rappelle, à nous et à Léo, tout le chemin qu'il a parcouru et à quel point nous sommes chanceux. Elle arborait un sourire radieux. À Robert. La salle éclata en applaudissements polis. Le flash d'un photographe s'est déclenché, m'aveuglant momentanément. Dans cette fraction de seconde de lumière blanche, j'ai vu le visage de mon fils. Il regardait ses mains, les jointures blanchies autour de son verre de champagne. Il était submergé par la honte. Mais ensuite, il a lentement levé son verre avec tout le monde. Il a porté un toast à ma santé. Il a porté un toast à l'humiliation publique de son propre père. Et à ce moment-là, le test était terminé. Ce n'était plus une expérience. Ce que j'avais à faire à ce mariage n'était plus un acte de vengeance. C'était un acte de sauvetage, une intervention. L'enregistrement était parfait. La dernière preuve était acquise, et le dernier doute qui subsistait dans mon esprit venait de s'évaporer dans un brasier de cruauté publique. Le tintement des verres et le murmure des félicitations remplissaient la salle alors que les toasts commençaient. C'était un défilé de sentimentalisme bien rodé. Le témoin de Léo, un jeune homme nerveux vêtu d'un smoking mal ajusté, raconta une histoire sur leurs années d'université qui était tellement édulcorée qu'elle en était à peine reconnaissable. La sœur de Chloé, demoiselle d'honneur, prononça un discours qui était une récitation haletante de Marc, louant le goût de Chloé pour tout, des chaussures de créateur à son choix de mari, apparemment. Puis M. Sterling se leva, imposant, dégageant une aura d'immense satisfaction. Il a parlé de la carrière impressionnante de Léo et de l'ambition sans limite de Chloé, présentant leur union moins comme un mariage que comme une fusion stratégique entre deux entreprises prometteuses. L'amour n'a jamais été mentionné. Il s'agissait d'une transaction et tout le monde était là pour applaudir les termes de l'accord. J'ai observé mon fils pendant toute la cérémonie. Il était assis à la table d'honneur, sous la lumière chaleureuse des lustres, un marié parfait, hochant la tête et souriant. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, son sourire un peu trop large. Il jouait un rôle, et cet effort lui coûtait cher. Je me demandais s'il ressentait le vide de tout cela, l'immense vide qui résonnait sous la surface scintillante. Ou peut-être craignais-je qu'il commence à croire que c'était réel. Je me suis assis dans mon coin, spectateur de la vie de mon propre fils, et j'ai attendu. Je savais que l'événement principal était encore à venir. Puis Chloé s'est levée. Un silence s'est immédiatement installé. Elle dominait la salle sans effort. Elle était radieuse, une vision en soi. Chacun de ses mouvements était gracieux et délibéré. Elle était la star, la metteuse en scène et la productrice de tout ce spectacle, et elle s'apprêtait à prononcer le monologue culminant. Elle a commencé par un discours de gratitude impeccable, remerciant ses magnifiques parents pour leur soutien sans faille et pour lui avoir offert, comme elle le disait, une vie sans limite. Elle remercia ses amis, ses demoiselles d'honneur, son organisateur de mariage. Puis ses yeux, vifs et brillants comme du verre poli, balayèrent la salle et se posèrent sur moi. Elle m'adressa un sourire tout en dedans et sans chaleur. Le spectacle était sur le point d'atteindre son apogée. Et maintenant, dit-elle d'une voix empreinte d'un poison doux et sirupeux, je voudrais dire quelques mots sincères à propos d'une personne très spéciale qui est avec nous ce soir. Mon futur beau-père, Robert. Elle fit une pause, laissant les projecteurs de 200 paires d'yeux balayer la salle et me clouer à ma chaise dans mon coin oublié. Je ne bronchais pas. Je me contentais de lui rendre son regard, le visage calme, neutre. Sur la table, mon stylo était posé à côté de mon verre d'eau, son minuscule microphone absorbant chaque syllabe. « Robert, commença-t-elle, la voix empreinte d'une sincérité magnifiquement feinte. Depuis le moment où je t'ai rencontré, tu as été une présence rassurante dans nos vies. » Le mot resta suspendu dans l'air, chef-d'œuvre d'agressivité passive. Elle n'entendait pas « rassurant » au sens de stable ou de soutien. Elle entendait « rassurant » au sens de la terre d'où une belle fleur a heureusement poussé et s'est échappée dans un monde qui peut être tellement pris dans la course au succès. Elle continua en désignant gracieusement la pièce opulente qui l'entourait. Tu es un rappel constant et puissant d'un mode de vie plus simple et plus humble. Et pour cette perspective, cette leçon d'humilité, nous te sommes tous très reconnaissants. C'était brillant à sa manière perverse. Elle me complimentait pour ma pauvreté. Elle louait ma vie comme un exemple à ne pas suivre, un musée de la médiocrité qui servait à faire briller davantage ses propres réalisations. Je pouvais voir les sourires narquois sur les visages de ses parents. Ils avaient compris le message.
Merci, a-t-elle poursuivi, les yeux toujours rivés sur les miens, telle une prédatrice savourant les derniers instants avant de frapper. D'avoir donné à mon incroyable Léo un départ aussi solide. La pause qu'elle a prise avant le mot solide était un chef-d'œuvre. C'était une petite éternité de condescendance dans laquelle elle communiquait silencieusement tous les mots qu'elle était trop intelligente pour dire à voix haute, misérable, humble, inadéquat. Mais le coup final brutal n'était pas encore porté. Elle a levé son verre, les diamants à ses doigts scintillant comme des armes. Et je tiens à vous remercier d'être ici ce soir, car même si vous n'avez pas pu contribuer financièrement à cette belle soirée ou à notre mariage, votre présence même est le cadeau le plus précieux qui soit. Le voilà. La déclaration publique de mon inutilité dans le seul langage qu'elle comprenait. C'est un cadeau qui nous rappelle, à nous et à Léo, dit-elle en tournant légèrement la tête pour regarder mon fils avec adoration, tout le chemin qu'il a parcouru depuis ses débuts et à quel point nous avons de la chance d'être ici en ce moment. Elle rayonnait dans la salle, un sourire triomphant et radieux. À Robert, les applaudissements fusèrent immédiatement. Une vague de sons polis et conditionnés provenant d'une salle remplie de personnes qui soit ne comprenaient pas l'insulte, soit s'en moquaient. Le flash d'un photographe crépita, immortalisant la scène pour l'éternité. La mariée triomphante, les invités admiratifs et le beau-père pittoresque et pauvre dans un coin. Dans ce flash blanc aveuglant, je regardais mon fils. Le visage de Léo était d'un rouge profond et douloureux. Ses yeux étaient fixés sur le motif complexe de son assiette, comme si elle renfermait les secrets de l'univers. Il ne pouvait pas me regarder, il se noyait dans sa propre honte, mais alors, lentement, mécaniquement, sa main se leva. Il leva sa flûte de champagne avec les autres. Devant une salle pleine de témoins, mon fils leva son verre et porta un toast à l'humiliation publique de son propre père. Et ce fut tout. Ce fut le moment où la dernière lueur d'espoir s'éteignit et fut remplacée par quelque chose de froid, de dur et de clair, comme de la glace. Le test était terminé. Le verdict était rendu. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de sauver mon fils de la cage dorée dans laquelle il s'apprêtait à entrer de son plein gré. J'ai regardé Chloé à l'autre bout de la pièce, qui recevait maintenant les félicitations, se délectant de la cruauté parfaitement exécutée. J'ai croisé son regard et je lui ai adressé un petit sourire lent. Ce n'était pas un sourire de pardon ou de défaite. C'était un sourire d'une certitude absolue et glaciale. Elle pensait avoir gagné. Elle ne se doutait pas qu'elle venait de me fournir la dernière preuve accablante dont j'avais besoin. La partie était terminée. Il ne restait plus qu'à lui montrer le score final. La réception de mariage était une symphonie d'excès. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin de la grande salle de bal. Leur musique était un fil délicat et coûteux tissé à travers le tissu des rires et des toasts au champagne. Des serveurs en veste blanche impeccable se déplaçaient comme des fantômes entre les tables, remplissant les verres et débarrassant les assiettes avec une efficacité silencieuse. Tout était parfait. Tout était poli pour briller de mille feux. C'était le mariage que Chloé avait conçu, une production théâtrale impeccable de richesse et de statut social. Depuis ma table, je les regardais, Léo et elle, danser leur première danse. Ils ressemblaient à un roi et une reine sortis d'un conte de fées, baignés dans la lueur chaleureuse des projecteurs. Mais je connaissais la vérité. Je savais que sous cette belle apparence se cachait la pourriture. Après la danse, après le découpage du gâteau, le DJ, un jeune homme au sourire éclatant et enthousiaste, annonça qu'il était temps d'écouter quelques mots du père du marié. Une vague d'applaudissements polis parcourut la salle. Je vis Chloé chuchoter quelque chose à sa mère, et elles échangèrent toutes deux un petit sourire crispé. Elles s'attendaient à un discours court, sentimental et légèrement maladroit de la part du pauvre vieil homme. Une petite touche locale avant que la vraie fête ne commence. Je repoussai ma chaise, saisis fermement ma canne et me mis à marcher lentement et délibérément vers la scène. Tous les regards étaient braqués sur moi. Je pouvais sentir leur regard collectif, mélange de pitié, de curiosité et d'agacement modéré face à cette interruption. Cela m'était égal, j'avais été invisible pendant des mois. Il était temps qu'ils me voient. J'ai atteint la petite scène et pris le micro des mains du DJ. Je suis resté là un instant, laissant le silence s'installer. J'ai regardé la mer de visage, tous tournés vers moi. J'ai vu les mariés à la table d'honneur, un magnifique tableau de soie et de bijoux. J'ai vu les parents,
l'air satisfait et possessif. J'ai vu mon fils Léo, beau et perdu. Puis j'ai regardé directement Chloé. Elle avait un air de patience étudié sur le visage, comme une reine s'adressant à l'un de ses sujets les plus ennuyeux. Bonsoir à tous, ai-je commencé, d'une voix ferme et claire, amplifiée par les haut-parleurs. C'est merveilleux de voir autant d'amis et de membres de la famille réunis pour célébrer un mariage. Je fis une pause, laissant ces mots simples et sincères flotter dans l'air. Un mariage, dans le meilleur des cas, est un partenariat fondé sur la confiance, le respect et des valeurs communes. Il s'agit de créer un héritage, non seulement en termes de richesse, mais aussi de caractère. Un héritage que vous pouvez être fier de transmettre. J'ai vu quelques personnes acquiescer. Le sourire de Chloé a vacillé pendant une seconde. Ce n'était pas le discours décousu et familier auquel elle s'attendait. J'ai continué en laissant une note de chaleur sincère entrer dans ma voix. En tant que père, tout ce que vous voulez, c'est que votre fils soit heureux et qu'il soit avec quelqu'un qui voit le meilleur en lui, qui respecte son passé et qui sera à ses côtés pour construire un avenir. Ma femme Sarah n'est pas là pour voir ce jour, mais je sais qu'elle serait très fière de l'homme que Léo est devenu. Puis je me suis tourné vers Chloé, le regard calme. La partie chaleureuse et sentimentale du discours était terminée. Au cours des 6 derniers mois, en apprenant à connaître ma nouvelle belle-fille, j'ai beaucoup appris. Chloé, tu m'as enseigné une leçon très précieuse. Un murmure confus a parcouru la salle. Léo me regardait maintenant, le visage pâle d'inquiétude. Le sourire de Chloé avait disparu, remplacé par un regard étroit et méfiant. Vous voyez, j'ai été élevé dans la conviction que la valeur d'une personne se mesure à son intégrité, à sa gentillesse, à sa compassion pour les autres. Je pensais que votre valeur était déterminée par la force de votre parole et la bonté de votre cœur. Mais tu m'as appris que pour certaines personnes, c'est une façon de penser dépassée. Tu m'as appris que la véritable valeur d'une personne, sa valeur réelle, se trouve dans un bilan. Elle se mesure en dollars et en cents, en actifs et en passifs. Elle dépend de l'image, de l'apparence et de la marque que l'on se construit. Je tiens à te remercier pour cette leçon. Elle m'a éclairé. Ma voix était dénuée de colère ou de sarcasme. Je constatais simplement un fait. Et comme un cadeau doit toujours avoir une signification pour celui qui le reçoit, ai-je ajouté d'une voix légèrement plus basse. Mon cadeau de mariage pour vous deux n'est pas un service de verres en cristal ou un voyage sur une île exotique. Il s'agit plutôt d'une sorte de bilan financier, d'un audit, si vous voulez, d'un rapport, et il s'exprime dans la seule langue que vous semblez vraiment comprendre. J'ai fait un léger signe de tête au DJ qui, l'air profondément perplexe, a tapé sur une touche de son ordinateur portable. La musique entraînante qui remplissait la salle de bal s'est brusquement arrêtée. À sa place, un faible sifflement électronique s'est échappé des haut-parleurs, un son qui semblait aspirer tout l'air de la pièce. Je tenais le micro, mais je ne disais rien. Je restais simplement là, tel un projectionniste silencieux sur le point de commencer le spectacle. Depuis la table d'honneur, je pouvais voir les Starrings échanger des regards frénétiques et furieux. Chloé me fixait, la mâchoire serrée, le visage empreint d'une rage pure. Ils pensaient tous que j'étais sur le point de me ridiculiser. Ils ne se doutaient pas que le ridicule se trouvait depuis toujours dans leur miroir. Puis le premier enregistrement commença à jouer. La qualité sonore était imparfaite, légèrement faible, mais la voix était indubitable. C'était celle de Chloé. Ces mots, prononcés dans un murmure venimeux, s'échappaient des haut-parleurs et s'enroulaient autour du silence stupéfait de la salle. Mon Dieu, Léo, tu as vu ce truc? Je n'arrive pas à croire qu'il s'attendait vraiment à ce que je le porte. Les 200 invités ont poussé un cri collectif. Je vis mon fils Léo tressaillir comme s'il avait reçu une gifle. L'enregistrement continua avec sa réponse faible et marmonnée, qui ne fit qu'amplifier la cruauté des mots suivants. C'est un vrai tas de ferraille, le diamant est pratiquement invisible. C'est embarrassant. Honnêtement, tu devrais dire à ton père de le vendre. Il pourrait peut-être en tirer quelques centaines de dollars pour réparer son toit qui fuit ou autre chose. Chloé pâlit. La main de sa mère ornée d'un diamant de la taille d'un petit œuf d'oiseau lui monta à la gorge. L'illusion d'une famille parfaite et heureuse venait d'être brisée, et les morceaux éparpillés tombaient tout autour d'eux. Avant que les murmures choqués ne se transforment en conversation, je laissai le fichier suivant se lancer. Il n'y eut ni pause, ni commentaire, juste la preuve implacable et accablante. La voix de Chloé retentit à nouveau,
cette fois-ci aiguë et impérieuse. Léo, est-ce que tu regardes vraiment cette liste? C'est une blague? Bill Donahue, plombier, Maria Sanchez, bibliothécaire à la retraite, Hector Garcia, mécanicien automobile. Sa voix dégoulinait d'un mépris si profond qu'il semblait physiquement présent dans la pièce. Je jetai un coup d'œil à la table où étaient assis mes amis, les quelques-uns qui avaient été retenus pour la sélection finale. Bill, le plombier, fixait ses mains. Maria, la bibliothécaire, avait les larmes aux yeux. L'enregistrement continuait, une preuve de son snobisme effroyable. Nous dépensons plus de 100 000 $ pour ce mariage. C'est un investissement dans notre avenir, notre image. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme eux gâcher les photos de mariage et mettre ma famille mal à l'aise. Vous lui direz qu'il doit réduire sa liste aux personnes les plus appropriées. Le silence dans la pièce était différent à présent. Ce n'était plus seulement le choc. C'était d'une horreur glaciale qui se propageait. Ce n'était pas un commentaire privé et cruel sur un bijou. C'était une déclaration de ses valeurs, un jugement porté sur tous ceux qu'elle considérait comme inférieurs à elle. Une fourchette tomba bruyamment sur une assiette quelque part au fond de la pièce. Le bruit était aussi fort et violent qu'un coup de feu dans le silence absolu. Les Stearings n'étaient plus seulement embarrassés. Ils semblaient piégés, leurs visages figés dans des masques d'humiliation publique. Puis j'ai asséné le coup de grâce. J'ai diffusé les 2 derniers enregistrements à la suite. Un crescendo écrasant de son caractère. D'abord, le bruit de pneus qui cristent et d'un klaxon retentissant ait rempli la salle de bal, faisant sursauter plusieurs invités. Puis la voix aiguë et mensongère de Chloé. « Mon Dieu, tu as vu ça? Ton père? » Il jouait avec cette stupide sonne. Elle laisse tomber. Ça a fait un bruit énorme et ça m'a complètement déconcentré. Une seconde plus tard, on a entendu le murmure grave et furieux qu'elle avait prononcé en pensant que personne ne pouvait l'entendre. On ne peut pas me demander de conduire un vieil homme infirme à travers la ville. Il devrait rester chez lui, là où est sa place, avant de causer un véritable accident. Une femme au premier rang a poussé un cri étouffé et s'est couvert la bouche. Et puis, pour le grand final, l'enregistrement audio du dîner de répétition. Sa voix, douce comme du miel et imprégnée d'arsenic, a résonné dans le silence sépulcral. Même si vous n'avez pas pu contribuer financièrement à cette belle soirée, votre présence est le cadeau le plus précieux qui soit, un cadeau qui nous rappelle, à nous et à Léo, tout le chemin qu'il a parcouru depuis ses débuts. L'enregistrement s'est terminé. Le sifflement statique revint un instant, puis s'estompa, laissant place à un silence si absolu, si profond, que je pouvais entendre les battements frénétiques de mon propre cœur. Je regardais Chloé. Elle tremblait, son masque de porcelaine parfaite complètement brisé, révélant la panique brute et laide qui se cachait dessous. Elle regardait tour à tour mes parents, ses parents, et les visages horrifiés de ses invités. Elle était acculée, exposée et complètement seule. Mais c'est le visage de mon fils qui a retenu mon attention. Tout au long des enregistrements, il avait gardé les yeux baissés, enfouis dans ses mains. Lentement, il releva la tête. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes de chagrin, mais de la lucidité douloureuse d'un homme qui se réveille d'un long et beau rêve pour retrouver une réalité dure et terrible. Il regarda la femme à côté de lui, la femme qu'il venait de promettre d'aimer et de chérir pour le reste de sa vie. Et il la regarda comme s'il ne l'avait jamais vue de sa vie. Il ne regardait plus sa femme. Il regardait d'une étrangère. Le silence dans la salle de bal était palpable, une couverture lourde et suffocante qui pesait sur tout le monde. Et dans ce silence, Chloé explosa. Ce n'était pas un cri de remords ou de honte. C'était un cri de rage pure et sans mélange. « Comment as-tu pu » m'a-t-elle crié, la voix rauque et dépouillée de toute son élégance raffinée. Elle m'a pointé du doigt d'une main tremblante, le visage déformé par une rage grotesque. « Comment as-tu pu me faire ça? Le jour de mon mariage, tu m'as espionné, tu m'as filmé. » Ces mots se déversèrent en un torrent d'apitoiement sur soi et devenus. « Tu es un vieil homme pathétique, pauvre et manipulateur, et tu essayes juste de ruiner ma vie parce que tu es jaloux de ce que j'ai, parce que tu n'as rien. » Elle l'avait fait devant 200 témoins. Elle avait confirmé tout ce que les enregistrements avaient révélé. Sa dernière défense consistait à attaquer ma pauvreté. La seule chose qui, selon elle, lui donnait un pouvoir absolu sur moi. Elle ne se doutait pas qu'elle tirait sa dernière balle sur un homme d'acier. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai ressenti qu'une profonde pitié.
J'ai parlé dans le micro d'une voix calme et posée. Pauvre. C'est une évaluation financière, Chloé. Et puisque tu en parles, je pense qu'il est temps de clarifier les choses à ce sujet. Comme si elle avait reçu le signal, une femme s'est levée d'une table au fond de la salle. Bon. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur sombre et professionnel, et elle s'est dirigée vers la scène avec une autorité absolue qui a attiré l'attention de toutes les personnes présentes dans la salle. Elle n'était pas une invitée du mariage. C'était une femme en mission. Elle a atteint la scène et je lui ai tendu le micro. Bonsoir, a-t-elle dit d'une voix claire et autoritaire, tranchant l'atmosphère toxique comme le scalpel d'un chirurgien. Je m'appelle Jessica Riley. Je suis associée au cabinet d'avocats Riley Dean Associates et je suis l'avocate de M. Robert Vance. Une nouvelle vague de choc parcourut de la salle. Ce n'était plus un drame familial. C'était devenu une procédure judiciaire. Jessica continua à balayer du regard les visages stupéfaits de la famille Sterling. Je suis ici ce soir pour apporter des éclaircissements sur la situation financière de mon client. Contrairement à ce que vous venez d'entendre, M. Vance n'est en fait pas pauvre. En tant qu'unique héritier de la succession de son défunt frère David Vance, mon client dispose d'une fortune nette de 83 millions de dollars à la clôture du marché ce matin. Un seul et même allaitement parcourut la pièce. 83 millions. Le chiffre était si énorme, si incompréhensible, qu'il semblait flotter dans l'air comme un objet physique. J'ai vu la mâchoire de Chloé s'ouvrir, formant un haut parfait et silencieux d'incrédulité. Son père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, mais Jessica n'avait pas fini. Comme cadeau de mariage, a-t-elle poursuivi, les yeux désormais fixés sur Chloé, tel un prédateur qui repère sa proie. Monsieur Vance a créé le Vance Family Legacy Trust, doté d'une dotation initiale de 20 millions de dollars au profit de son fils Léo et de sa nouvelle épouse. Pendant un bref instant de folie, un regard d'espoir maniaque, de pure et simple cupidité, a brillé dans les yeux de Chloé. 20 millions. Ce chiffre a effacé tout le reste. L'humiliation, l'exposition, tout cela était soudainement un prix qu'elle était prête à payer. Jessica a vu ce regard et l'a anéanti avec ces mots suivants. Cependant, a-t-elle dit d'une voix glaciale, compte tenu des nouvelles informations révélées ce soir grâce à ces enregistrements, mon client a signé cet après-midi un avenant au contrat de fiducie. La totalité de la dotation de 20 millions de dollars est toujours destinée à Leo Vance, mais elle est désormais subordonnée à la dissolution légale et immédiate de son mariage avec Mme Chloe Sterling. Les derniers mots de Jessica Riley restèrent suspendus dans l'air, tranchants, clairs et irrévocables comme le verdict d'un juge. Pendant un instant, personne ne bougea. Personne ne respirait. La salle de bal scintillante, avec ses centaines d'invités et ses milliers de fleurs, était figée dans un état de choc cristallin parfait. Puis, le centre de cette image parfaite s'est brisé. Chloé a poussé un cri, un son guttural à mi-chemin entre un halètement et un sanglot. L'espoir frénétique dans ses yeux s'est éteint, remplacé par l'horreur vide et incompréhensible d'une ruine totale. Son corps parfaitement équilibré semblait avoir perdu toute sa structure. Elle ne s'évanouit pas. Elle s'effondra. Ses genoux fléchirent et elle s'écroula sur le sol, sa magnifique robe de mariée se répandant autour d'elle comme un parachute dégonflé. Le son de ses pleurs était laid et rauque, comme celui d'un joueur qui venait de tout perdre lors d'un dernier pari désespéré. Mais alors que leur fil s'effondrait, les Stirlings ne se précipitèrent pas pour la réconforter, ils se précipitèrent pour sauver l'accord. Son père se précipita vers Léo, le visage crispé par l'urgence, et lui saisit le bras. « Léo, mon fils, ne sois pas imprudent, » murmura-t-il d'une voix basse et désespérée. « C'est un malentendu. Nous pouvons arranger ça. » Madame Sterling était juste derrière lui, le visage défiguré par le mascara qui coulait et les supplications paniquées. « Elle t'aime, Léo. Elle était juste stressée. Pense à ton avenir. Pense aux 20 millions de dollars. » C'était obscène. Leur fille était allongée sur le sol, sa vie en ruine, et leur seul instinct était de s'emparer de l'argent. Mais Léo ne semblait pas les entendre. Il repoussa la main de son beau-père d'un geste las et définitif. Il ne les regardait pas. Il ne regardait pas l'argent. Il regardait Chloé, la femme brisée qui sanglotait sur le sol. Et moi qui observais depuis la scène, je pouvais voir le changement final se produire dans les yeux de mon fils. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la pitié.
C'était un regard de profonde et absolue désillusion. C'était le regard d'un homme qui avait été amoureux d'un magnifique tableau pour finalement se rendre compte qu'il ne s'agissait que d'une reproduction bon marché. La femme qu'il pensait connaître, l'avenir qu'il pensait vouloir, rien de tout cela n'avait jamais été réel. Et à ce moment-là, il a enfin compris le véritable coût de son silence. Il avait tellement peur de la perdre qu'il n'avait pas réalisé qu'il se perdait lui-même. Lentement, il a tourné le dos à Chloé. Il a tourné le dos à ses parents suppliants. Il a tourné le dos aux 20 millions de dollars et à la vie vide et clinquante qu'il représentait. Il s'est retourné et a regardé le paysage dévasté de la salle de bal et ses yeux ont croisé les miens. Je ne souriais pas, je n'acquiesçais pas triomphalement. J'étais simplement son père, debout sur une scène, attendant de voir ce que son fils allait faire ensuite. Son trajet entre la table d'honneur et la scène m'a semblé durer une éternité. Chaque pas était lourd, celui d'un homme portant tout le poids de ses propres erreurs. Les invités s'écartèrent pour le laisser passer, formant une mer silencieuse de visages choqués. Il ne regarda aucun d'entre eux. Il passa devant sa mariée, qui pleurait toujours sur le sol, sans lui accorder un seul regard. Il passa devant ses parents, qui le fixaient désormais avec un mélange de haine et d'incrédulité. Il marcha jusqu'à atteindre la scène, puis monta les quelques marches, une à une, jusqu'à se tenir à côté de moi. Jessica lui tendit le micro et il le prit. Sa main tremblait. Il resta là un long moment, regardant les décombres de son mariage. Puis il se tourna et me regarda. Sa voix, lorsqu'elle finit par sortir, était apeurée, mais c'était la plus claire et la plus honnête que j'avais entendue depuis des mois. Il ne s'adressait pas à la foule, il ne s'adressait qu'à moi. « Je suis désolé », a-t-il dit. « Papa, je suis vraiment désolé. » Après un dernier signe de tête discret à Jessica, je me suis retourné et j'ai quitté la scène. Léo m'a suivi, les yeux encore rouges, le visage empreint à la fois de honte et d'un fragile soulagement naissant. Nous avons traversé la grande salle de bal, un chemin silencieux s'ouvrant devant nous à travers la foule stupéfaite. Derrière nous, le chaos commençait tout juste à éclater. J'entendais les sanglots continus de Chloé, la voix aiguë et furieuse de son père, les murmures frénétiques des invités. C'était le bruit d'un monde soigneusement construit qui implosait. Je ne me suis pas retourné. J'ai gardé les yeux fixés sur les doubles portes ornées au fond de la pièce, la sortie. Le trajet jusqu'à la voiture s'est fait en silence. Il y avait 1000 choses à dire entre nous, et encore aucun mot pour les exprimer. Les excuses qu'il avait présentées sur scène n'étaient pas une fin, mais un commencement. C'était la première pierre posée dans les fondations d'une relation qui allait devoir être reconstruite à partir de zéro. Ce serait un processus long et difficile, mais pour la première fois depuis des mois, cette relation serait construite sur des bases solides. Elle serait construite sur la vérité. Alors que nous sortions dans l'air frais de la nuit, loin du bruit et du chaos, un profond sentiment de paix m'envahit. Je n'étais pas venu à ce mariage pour détruire un mariage. J'étais venu pour sauver mon fils d'une vie de manipulation et de faillite émotionnelle. Je n'ai pas perdu une belle fille ce soir. J'ai sauvé mon fils d'une terrible erreur. L'argent, les 83 millions de dollars, n'avait pas été l'arme. Il avait simplement été la lumière qui avait révélé la vérité qui était déjà là. Le véritable pouvoir résidait dans les petites clics discrets d'un appareil d'enregistrement, dans la preuve simple et indéniable des propres mots de Chloé. Je n'avais pas utilisé la richesse pour me venger. J'avais utilisé la vérité pour rétablir l'ordre et retrouver la dignité de ma famille. C'était là le véritable héritage, le seul qui comptait vraiment. Et c'était un héritage qui valait la peine de se battre. Cette histoire nous enseigne que la véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son caractère et à son intégrité. C'est une leçon puissante sur le fait que le silence face au manque de respect peut être une profonde trahison et que parfois, la vérité doit être mise en lumière, aussi dure soit-elle. Le parcours de Robert n'était pas une question de vengeance financière, mais de rétablissement de l'ordre et de la dignité à l'aide de preuves indéniables des actions de quelqu'un. Cela prouve que l'héritage le plus précieux n'est pas l'argent, mais le courage de défendre ce qui est juste et de protéger un avenir fondé sur l'honnêteté. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que le test élaboré de Robert était un acte de justice nécessaire ou un acte de vengeance calculé?